Alors, encore moins pour une vidéo de correction d'exercice. Alors, donc ici, parmi ces propositions, une et une seule est vraie. Relève le numéro de la question puis met la lettre correspondant à la bonne réponse. L'asténosphère est la partie du manteau très liquide, rigide, moins rigide. Alors, donc, on a vu dans une vidéo que l'asténosphère est la partie moins rigide du manteau supérieur. Donc, vous pouvez aller revoir encore cette vidéo. J'ai bien expliqué la structure du globe terrestre. Alors, l'asténosphère ici fait partie du manteau supérieur, mais c'est la partie qui est la moins rigide du manteau supérieur. Alors, l'autre partie rigide ici est la croûte forme ce qu'on appelle la lithosphère. Alors, au niveau de la fosse océanique, les plaques s'écartent. Donc, toujours dans l'autre vidéo, on l'a vu. Les plaques s'écartent, les plaques coulissent, les plaques disparaissent. Donc, la plaque disparaît. Alors, donc, ici, quand il y a fosse océanique, ça veut dire que forcément, on a un mouvement de convergence de plaques. Maintenant, donc, les plaques s'écartent, c'est faux. Les plaques coulissent, donc, ici, on n'a pas de mouvement de coulissage. La plaque disparaît, ce qui est vrai, parce qu'au niveau de la fosse océanique, il y a subduction. C'est une zone de subduction. Maintenant, quand il y a subduction, la plaque océanique va plonger sous la plaque continentale, la plaque la moins rigide, donc va disparaître. Donc la bonne réponse, c'est donc la plaque disparaît, va s'enfoncer sous l'autre plaque et disparaît. Alors, pour l'exercice B, on l'a déjà traité, voir l'autre vidéo. Alors, pour l'exercice, on dit, recopie le numéro des affirmations et corrige celles qui sont fausses. Les zones actives correspondent aux limites des continents. Donc, dans l'autre vidéo, c'est faux. Donc, les zones actives correspondent à la limite des plaques. Donc, au niveau des plaques, la frontière des plaques, les plaques lithosphériques, c'est là où on a des séismes et du volcanisme. Donc, on a une intense activité volcanique et sismique dans ces zones-là. Donc, ces zones, la frontière de ces plaques, ici, constituent des zones actives. Maintenant, à l'intérieur des plaques, on a peu ou pas de volcans, donc c'est moins actif, donc on peut dire que ce sont des zones qui sont stables, hein, parce qu'il y a moins d'activité, il y a moins de volcans, il n'y a presque pas de volcans. Donc, ce sont des zones qui sont stables à l'intérieur des plaques. Donc, à la frontière des plaques, on a des séismes et des volcans. Donc, ce sont des zones actives. Donc, on va dire que les zones actives correspondent aux limites des plaques, ou bien à la frontière des plaques. Au niveau des dorsales, une plaque se forme. Au niveau des dorsales, les dorsales océaniques, aussi, c'est au niveau des dorsales là qu'on va avoir une formation de nouvelles plaques. Donc, c'est une zone d'accrétion où il y a formation de nouvelles matières. Donc, je reviens ici. Il y a formation de nouvelles matières. Donc, à ce niveau-là, ici, comme ici, on a une plaque, ici, les plaques océaniques, Maintenant, sous la plaque, on a l'asténosphère. Maintenant, cette atmosphère, ici, va remonter ici en surface et au contact de l'eau, comme on a une plaque océanique, au contact de l'eau, va se refroidir. Donc, ici, on va avoir une nouvelle plaque qui se forme ici. Donc, c'est une zone d'accrétion. Donc, il y a formation de nouvelles plaques. Donc, au fur et à mesure que ça remonte, ça refroidit et les plaques vont continuer à s'écarter. Donc, ici, au niveau des dorsales, une plaque se forme, on peut dire vrai. La collision correspond à la rencontre d'une plaque océanique et d'une plaque continentale. C'est faux, donc on l'a déjà vu. Donc, la collision correspond à la rencontre de deux plaques de même densité.
Maintenant, le globe terrestre est constitué, le globe terrestre est constitué de plusieurs portions de lithosphère. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le globe terrestre, on a plusieurs portions de lithosphère. Donc, la lithosphère est divisée en plusieurs portions, en plusieurs morceaux appelés plaques lithosphériques. Voilà, donc ces portions sont appelées plaques lithosphériques. Voilà, donc c'est vrai. Alors, donc c'est vrai. Alors, donc ici, pour compétences méthodologiques, exercice 1. Alors, le tableau ci-après présente les résultats d'analyse d'urine faites chez 4 personnes. Donc, A, B, C et D agents. En te basant sur tes connaissances, indique l'individu normal témoin. Alors, donc, comme j'ai dit, il y a un tableau qui est là. Donc, il faudra exploiter d'abord le tableau. On a les individus A, B, C, D. On a les constituants, c'est-à-dire le glucose, les protéines et l'urée dans l'urine de chaque individu. Alors, donc, on demande, en te basant sur tes connaissances, indique l'individu normal témoin. Alors, donc, pour l'individu A d'abord, on a du glucose. Donc, il faut savoir que dans l'urine, on ne doit pas trouver de glucose, on ne doit pas trouver de protéines, donc dans le glucose. Donc, la présence de ces éléments, par exemple, est une anomalie. Donc, pas de protéines, pas de glucose, pas de lipides dans l'urine des individus. Donc, chez l'individu A, on a du glucose, donc ça veut dire que l'individu n'est pas normal. L'individu B, on a 0 glucose, 0 protéines et 30 grammes par litre. Alors, ici, on nous dit NB, taux d'urée normal, c'est entre 20 et 35 grammes. Donc, on peut dire que l'individu B est normal. L'individu C, on a 0 glucose, c'est bien, mais on a 1,5 g de protéines. Donc, ce qui veut dire que ici, on a une anomalie. Ici, on a une anomalie. Mais le taux d'urée ici est normal. Pour l'individu, 0 en glucose, c'est bon. Protéines, 0, c'est très bien. Mais en urée, on a 6,5 grammes par litre, alors que le taux normal se situe entre 20 à 35 grammes. Donc, ça veut dire que ça, c'est anormal. Alors, quel est l'individu normal ici? Donc, l'individu normal ici, c'est l'individu B. Alors, si on demande de justifier, on peut dire que parce que dans son urine, il n'y a ni glucose, ni protéines, et que le taux d'urée ici est normal. Alors, en comparant le témoin aux autres, le témoin qui est là aux autres, précise en justifiant pour chaque individu l'anomalie dont il souffre. Maintenant, ici, pour le témoin, on a 0 glucose. Mais quand on constate l'urine chez l'individu A, on voit qu'on a 2 grammes de glucose. Donc, c'est ce qui veut dire que ici, l'individu A, ici, on a du glucose dans son urine. Donc, on peut dire que l'individu, il s'agit ici de glucosurie, et l'individu souffre probablement de diabète, par exemple. Alors, pour l'individu C, ici, on a présence de protéines dans son urine, c'est la protéinurie. Donc, l'individu peut souffrir ici d'une insuffisance rénale, par exemple. Mais pas forcément. Mais on peut avoir ici une insuffisance rénale. Donc, ici, on a une protéinurie. Alors, et pour l'individu D aussi, ici, le rein n'arrive pas à éliminer l'urée. Donc, on suppose ici qu'il n'arrive pas à éliminer correctement l'urée. Donc, l'individu souffre aussi d'une insuffisance rénale. Donc, les reins, le fonctionnement du rein est anormal et anormal. Donc, les reins n'arrivent pas à éliminer correctement l'urée. Donc, il peut souffrir ici aussi d'une insuffisance rénale. Alors, chaque rein filtre 170 litres de plasma, mais le volume éliminé sous forme d'urine est de 1,5 litre par 24 heures.
Une partie de l'eau est donc réabsorbée et retourne dans le sang. Quel est le pourcentage d'eau réabsorbée? Alors, donc ici, si on constate, ici, on dit que par exemple, il filtre 170 litres, mais élimine 1,5 litre. Donc, s'il filtre 110 litres et 1,5 litre sont éliminés, ça veut dire qu'il reste une quantité qui retourne dans le sang. Donc, cette quantité, ou bien cette quantité ici, est une quantité réabsorbée. C'est 170 litres moins 1,5 litres. Donc, ce qui donne 168,5 litres. Alors, le pourcentage réabsorbé, le pourcentage d'eau réabsorbée, on fait tout simplement 160,5 litres sur 170 litres fois 100, on se retrouve avec 99, à peu près 99%. Alors, donc, ensuite, on demande à déduire le pourcentage d'eau éliminée sous forme d'urine. Donc, pourcentage d'eau éliminée, pourcentage d'eau éliminée. Donc, on fait 100% moins 99%. Donc, ce qui donne 1%. Voilà. Donc, ça aussi, c'est ce qu'il faut faire. Alors, donc, ici, exercice 2. Le schéma ci-dessous représente une coupe partielle du globe terrestre qui peut être le siège de plusieurs phénomènes géologiques dynamiques ayant de nombreuses conséquences. Alors, ici, on demande, en utilisant les lettres présentes sur le schéma, indique le nombre de plaques lithosphériques. Alors, ici, il faut commencer d'abord à délimiter les plaques. Alors, en deux, ici, on a une dorsale océanique. Cette dorsale, donc, c'est la frontière de deux plaques. Donc, ici, on a une frontière. Et ici, la subduction, donc cette fosse océanique est une limite de plaque aussi. Donc, cela veut dire qu'on a une plaque, on a deux plaques et troisième plaque. Donc, ici, on a trois plaques. Quelles sont les plaques? C'est C, c'est D et B. Donc, on va mettre B, C et D. Donc, ce sont les plaques. On a trois plaques. Alors, décrire les mouvements qui affectent les plaques lithosphériques en deux. En deux, ici, on a une dorsale océanique. Ici, quand vous regardez ici le sens des flèches, donc on note que ici, il y a divergence. Il y a divergence de plaques. Donc ici, comment on va décrire? On va dire que ici, les plaques C et D s'éloignent l'une de l'autre. Donc, s'écartent l'une de l'autre. Donc, s'écartent l'une de l'autre. Donc, c'est la réponse qu'il faut donner. Alors, considérant le sens des flèches liées au phénomène 2, déduisant la conséquence du mouvement des plaques lithosphériques sur la taille de l'océan E. Donc, si on considère l'océan E est là, si on considère le sens ici des flèches liées au phénomène 2, déduisant la conséquence du mouvement des plaques lithosphériques sur la taille de l'océan E. Alors, lorsqu'on regarde ici l'océan E qui est là, donc ici, s'il y a phénomène Alors, donc, si on considère le sens ici, donc ici, on a une dorsale océanique, donc il y a un mouvement de divergence ici des plaques, donc ça entraîne forcément un élargissement de l'océan. Parce que ici, on va avoir une formation de nouvelles plaques océaniques, donc ce qui entraîne ici l'élargissement de l'océan. Alors, décrit le comportement des plaques lithosphériques en 1. Ici, en 1, qu'est-ce qu'on constate? La plaque océanique qui est là
va plonger sous la plaque continentale. Alors, ensuite, on dit, considérant le sens des flèches liées au phénomène 1, donc ici on a un mouvement de convergence, déduisant la conséquence du mouvement des plaques lithosphériques sur la taille de l'océan 1. Donc ici, ça entraîne ici une réduction de la taille de l'océan. Pourquoi? Parce que la plaque océanique ici va disparaître. La plaque océanique ici plonge sous l'autre plaque. Donc du coup, ça entraîne une réduction de la taille de l'océan. Alors ici, normalement, on a une augmentation de la taille de l'océan parce qu'il y a formation d'une nouvelle plaque océanique. Alors que ici, on a réduction de la taille de l'océan. Pourquoi? Parce que la plaque océanique disparaît. Voilà, donc c'est ce qu'il faut répondre dans cette... merci et à bientôt.